Bien, bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde qui s'intitule Écosystèmes territoriaux vers des projets à l'échelle. Quels sont les défis et les next steps? En quelque sorte, ce que l'on va essayer de vous rapporter aujourd'hui, c'est un témoignage de success story avec les territoires. On sait tous que les territoires sont une partie prenante non négligeable de la mouvance, de la transition énergétique. Et donc, ce que l'on souhaite aujourd'hui, c'est pouvoir apporter des modèles gagnants. Donc, on accueille autour de cette table Valérie Bouillon-Delporte, qui est la directrice hydrogène, je dirais, de Michelin. On a Bruno Bernard, qui est directeur stratégique et financier de Rosy Solar, et Gilles Moreau, qui est directeur de l'innovation et cofondateur de Vercor. Alors, honneur aux dames. Si vous voulez. Ça me va bien. On sait tous que Michelin est un acteur incontournable de la mouvance de la transition énergétique et qu'il est assez impliqué dans les territoires. Je pense notamment à la Zéro Emission Valley, je pense à Impulsion. Est-ce que vous pourriez peut-être nous partager la genèse de certains de ces projets et comment ils ont émergé? Oui, bien sûr. Le micro marche ou pas? Si? Oui, bien sûr. Super. Alors, déjà, merci de ne pas m'avoir posé la question, mais que fait Michelin dans l'hydrogène? Mais je vais quand même répondre à cette question-là, parce que autrement ça va manquer. Chez Michelin, on a toujours été orienté vers une meilleure mobilité durable. Donc, c'est-à-dire une mobilité qui est capable de permettre toujours de se mouvoir, mais en ayant un impact environnemental plus faible. Chez Michelin, dans un pneu, vous avez 200 matériaux. Et ces 200 matériaux, il faut arriver à les faire cohabiter ensemble. C'est assez compliqué quand vous avez des matériaux rigides et des matériaux souples. Et cette technologie d'expertise à la fois chimique, mécanique, mais aussi cette expertise d'assemblage, c'est un super atout quand il s'agit de travailler sur des technologies et des matériaux pour les technologies d'hydrogène. Donc c'est ça qui nous a amené à l'hydrogène. Et petit à petit, on s'est intéressé aussi au go-to-market. Et le go-to-market, on a trouvé une société qui s'appelle Symbio, donc une start-up fondée en 2010, et qui vendait, à l'époque où personne ne misait un copec sur l'hydrogène, vendait des Renault Kangoo dotés de prolongateurs d'autonomie. Et quand vous êtes une start-up, pour arriver à trouver votre marché, il faut passer à l'échelle. Donc déjà, d'avoir un gros industriel à bord, c'est bien, mais de pouvoir réfléchir ensemble avec des groupes aussi comme Engie, qui a été notre partenaire dans Zéro Emission Valley, sur comment on peut passer à l'échelle, c'est beaucoup mieux. Et l'idée est née d'un constat. Michelin est un acteur quand même assez important de la région Val-Rhône-Alpes. On est le premier employeur, on a des sites industriels sur l'ensemble du territoire. La région Val-Rhône-Alpes avait un vrai souci. Les 4 métropoles étaient toutes menacées de sanctions à l'échelle européenne pour non-respect de la qualité de l'air. Il y avait tout récemment, je parle quand même de 2017, ça remonte à quelques années, il y avait eu toute cette problématique de pollution de la vallée de l'Arbre en décembre 2016. Donc la région était à la recherche de solutions concrètes et immédiates pour décarboner le transport. Symbio recherchait des projets à l'échelle, Michelin et Engie avaient décidé d'accompagner. Donc très vite, et des fois il faut un peu une conjonction des astres favorables, très vite est née l'idée de se dire, mais comment on peut permettre à des professionnels de se déplacer à l'échelle d'un territoire en mobilité électrique à un coût acceptable. Et c'est là tout l'intérêt des partenariats publics-privés. Et donc est née l'idée de Zéro Emission Valley. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Zéro Emission Valley, c'est un projet à l'échelle du territoire, 20 stations à hydrogène, 1200 véhicules subventionnés par la région pour leur permettre d'être dans un coût total d'usage très proche de celui du véhicule diesel, et un partenariat qui s'exprime également à travers une structure dédiée pour déployer l'infrastructure, la société Impulsion que vous avez nommée, qui comprend comme actionnaire la région, la Langue des Territoires, Michelin, Engie et le Crédit Agricole. D'accord, très bien, je vous remercie.
Bruno Bernard, pour peut-être le développement de votre dernier outil industriel à Namur, ou bien Gilles Moreau pour le développement peut-être de votre Gigafactory dans les Hauts-de-France. Est-ce que vous pourriez avoir pareil un témoignage sur la genèse de ces projets, l'un ou l'autre? Il faut d'abord expliquer qui nous sommes et ce que nous faisons, car c'est ça qui va expliquer la genèse. À l'origine, c'est une rencontre humaine. C'est une équipe de personnes qui ont des compétences très complémentaires dans le domaine du silicium et du photovoltaïque. Et donc là, le bassin scientifique et technologique de Grenoble joue déjà un premier grand rôle. Il y a déjà un aspect territoire très fort, parce que ce projet n'aurait pas pu naître sans cette compétence. De là sont nés des procédés qui permettent de récupérer les matériaux nobles qui se trouvent dans les panneaux photovoltaïques en fin de vie. Aujourd'hui, il faut savoir que les panneaux photovoltaïques, après 20 ans d'usage, sont jetés. La seule chose qu'on récupère, c'est le cadre aluminium, et tout le reste est broyé, ça part en décharge, ça part en couche de roulement, il n'y a plus aucune utilisation de ce silicium qui est pourtant très pur, qui contient des ressources rares et qui contient indirectement beaucoup de gaz à effet de serre au niveau de sa fabrication. Il y a aussi de l'argent et du cuivre qui ont une grande valeur. Et cette équipe, grâce aux compétences technologiques de Grenoble, encore une fois, a pu développer des procédés qui permettent de récupérer tous ces matériaux de manière économique et de manière écologique. De là est née la possibilité de créer une véritable filière de recyclage en fin de vie qui n'existe pas aujourd'hui. Et donc derrière le développement des procédés, l'équipe s'est dit on ne veut pas simplement développer les procédés et vendre des licences, on veut aussi le mettre en œuvre de manière à être opérateur de cette activité et de manière aussi à bénéficier de l'aspect économique de la mise en œuvre effective du procédé. Et donc est née l'idée, assez vite, de créer une usine sur le sol français pour traiter les panneaux du sol français. On a beaucoup de chance en France, on ne le sait pas toujours, parce que la manière dont la directive européenne sur les produits électriques et électroniques est transposée en droit français conduit à l'existence d'un éco-organisme qui s'appelle SOREN, qui a le monopole de l'organisation du recyclage, et donc il y a un organisme unique qui, tous les 5 ans, décide qui va être autorisé à recycler ces produits en fin de vie. Donc c'est pas la jungle, et ça permet à des gens comme nous de nous insérer dans l'appel d'offres, ce que nous avons fait, et de gagner à peu près 40% de la valeur globale de cet appel d'offres pour opérer effectivement dans les 5 années qui viennent notre procédé qui va permettre dans les 5 années qui viennent de récupérer annuellement des dizaines ou des centaines de tonnes de silicium, d'argent et de cuivre. Voilà. Donc il fallait créer une usine, et c'est là que l'aspect territoire intervient également, parce qu'on n'est plus, l'enjeu n'est plus là d'être à côté de l'université de Grenoble, l'enjeu est de trouver un site industriel rapidement, parce qu'on a un délai à cause de l'appel d'offres, l'enjeu est de trouver un site industriel rapidement, disponible, dans lequel on ait le droit d'exploiter des procédés, en gros, de l'industrie chimique, donc avec un aspect environnement de population qui soit compatible, dans lequel les aspects autorisation administrative ne seront pas trop compliqués, donc plutôt une zone d'activité, mais dans lequel également l'ADREAL, l'administration de l'environnement, va nous donner de manière à peu près assurée une autorisation d'exploiter. Et c'est là qu'on se rapproche d'abord de l'agence entreprise d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous sélectionne une trentaine de sites, principalement autour de l'Isère. On a tout examiné, tous ces sites, et on a trouvé que celui de Namur était celui qui répondait le mieux à notre demande. Et on peut dire qu'on est maintenant marié, entre guillemets, avec le bassin d'emploi de Namur. Et on en est très content, parce que là, l'enjeu est devenu complètement différent. C'est plus du développement de savoir-faire technologique à très haut niveau comme à l'Université de Grenoble. L'enjeu, c'est recréer de l'emploi industriel dans une zone en conversion, qui a été dans le passé une zone minière, il y avait de la mine de charbon à Namur, et qui est aujourd'hui une zone qui a besoin de retrouver une vocation industrielle, et on les aide à faire ça, et on est très content d'avoir bâti ce partenariat ensemble. Très très forte symbiose à tous les niveaux. Merci, et bravo. Gilles, pour un autre site qui a aussi déjà été trouvé. Du coup, je peux présenter de la même manière. D'abord la société, donc Vercor,
L'idée de Vercors, c'est de créer des cellules de batterie en France, donc ce qu'on appelle une Gigafactory. Ça, c'est une idée que Benoît Lemaignan et puis un institut qui est le InnoEnergy avait commencé à regarder il y a presque 2 ans et demi maintenant. Benoît, il a regroupé autour de lui une petite équipe. Au début, on était 6. Donc je fais partie de cette équipe, je suis un des fondateurs. On a mis 1 an à regrouper les gens autour, à fédérer les gens autour de cette idée-là. Donc quand je dis les gens, c'est à la fois des partenaires, une équipe et des investisseurs. Donc on a créé au bout d'1 an, quand on savait qu'on était capable de financer une étude de faisabilité. Pour ce type de projet, une Gigafactory, il faut être clair, c'est 1,5 milliard de financement, donc c'est quelque chose qui est gigantesque. Donc l'étude de faisabilité en elle-même, c'était 10 millions d'investissements. C'est ça qu'on a commencé sur la première année. La genèse, c'est vraiment ça. Le développement derrière, c'est depuis cette dernière année et demie, parce que finalement Vercors, c'est que 1 an et demi. Ça a été de convaincre un client. Ce client, c'est Renault. C'est assez connu maintenant, convaincre d'autres investisseurs. Donc là, on a des investisseurs suédois qui travaillent avec nous. Trouver un site, donc ça on y reviendra peut-être, mais voilà, on a étudié plus de 40 sites. Là, on a vraiment travaillé avec les territoires partout en France, de Châteauroux, localement Pierre-Latte, et puis évidemment Dunkerque qui est le site qu'on a choisi. Voilà. Et puis surtout, donc, nous, les 2 choses qui permettent à la société de vivre aujourd'hui, c'est qu'il y a un marché, il y a le véhicule électrique qui se développe très très vite et qui attend des cellules comme les nôtres. Nous, elles ont la caractéristique d'être faites en France et puis avec une pleine conscience du développement durable. Donc ça, c'est d'une part, c'est vraiment le marché. Puis d'autre part, c'est l'équipe. Aujourd'hui, on est 116. Vous êtes compte, juste pour être sûr avant le panel. On est 116, on a 22 nationalités, on a des experts qui viennent d'Asie, on a une dizaine de Coréens, des Japonais, des Chinois, on a des gens de Nouvelle-Zélande, des États-Unis, Colombiens. Enfin, voilà. Donc c'est cette équipe aujourd'hui qui nous permet d'être convaincus qu'on va pouvoir aller plus loin. Voilà. Ok, très bien, je vous remercie. Est-ce qu'on pourrait peut-être désormais se rapprocher du sujet du jour et voir comment les territoires ont accompagné de manière peut-être opérationnelle ces différents projets, parce que qu'est-ce qui aimerait bien pour témoigner de cela? Allez, je peux prendre le propre dessus. Donc là, je pense que le plus gros, nous, sur l'accompagnement, ça a été le choix des sites. Donc là, je vous le disais, on a vu plus de 40 sites. Localement donc à Pierre-Latte, mais on a aussi regardé tout autour de Lyon ce qui était possible. Donc là, on a beaucoup travaillé avec la région. On a eu un soutien pour nous présenter des sites, pour nous introduire auprès des parties prenantes locales, pour échanger avec RTE, échanger avec tous les services techniques dont on allait avoir besoin dans le cadre de ce développement. On a eu plus ou moins de support dans les territoires. Il y a un territoire qui nous a donné énormément de support, c'est celui de Dunkerque. Dunkerque avait déjà proposé son site à plusieurs Gigafactory avant, donc ils étaient prêts. Ils savaient exactement les besoins d'une Gigafactory. Le site a des caractéristiques, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que les détails techniques ne sont pas spécialement intéressants là, mais en tout cas avait des spécificités qui nous intéressaient énormément. Et derrière ça, donc la CUM, donc la communauté urbaine autour de Dunkerque, le département du Nord, la préfecture qui nous aide, la sous-préfecture et la préfecture qui nous aide énormément, et puis la région elle-même, avec des aides financières, ont eu un énorme impact sur la manière dont nous on a approché ce site. Ils ont été toujours beaucoup de répondants pour nous permettre de faire des comparaisons vraiment dans les meilleures conditions des différents sites.
à la fois sur des aspects financiers, avec des aides, sur des aspects techniques, sur des aspects d'études environnementales. Sur Dunkerque, il y avait des études environnementales qui avaient été déjà faites en amont. Donc ça permet de gagner énormément de temps sur le développement d'une telle gigafactory. Et après, les contacts localement avec les professionnels d'autres entreprises, des sociétés d'ingénierie qui étaient déjà prêtes à travailler. Donc c'est vrai que assez facilement, je pense dans le cas de Vercors, on peut dire que le territoire, le Dunkerquois, je ne suis pas un habitué de là-haut, je suis vraiment grenoblois, mais le Dunkerquois nous a vraiment énormément aidé. Valérie? Finalement, je vais simplement reprendre des points que j'ai déjà dit, mais pour les préciser, en termes de territoire, bien entendu, la jeunesse du projet, c'est l'Université de Grenoble. Donc là, je fais l'hypothèse que ça fait partie du territoire. Et comment c'est toutes ces compétences qui forment un bassin extrêmement dynamique et qui est très habitué à susciter des créations de start-up avec une SAT qui est très dynamique aussi, et avec un ensemble d'acteurs qui savent comment aider ce genre de jeune pousse à éclore. Un peu de compétitivité. Voilà, on peut le dire. Donc c'est un ensemble qui marche très bien. Donc ça déjà au niveau du démarrage, ça a très bien marché. Ensuite au niveau du projet industriel qui est un peu plus le sujet sur lequel vous nous mettez aujourd'hui, on peut dire qu'effectivement on a eu beaucoup là aussi d'abord de compétences de la part de l'agence entreprise de la région qui a fait un travail absolument fantastique et très rapide pour sortir effectivement une trentaine de propositions de sites avec énormément de données techniques. C'est un travail énorme de connaître les conditions foncières, les conditions environnementales, les conditions de desserte en énergie, en transport, etc., qui permettent de choisir un site. Donc on a eu tout ça mis à disposition et ça nous a donné une palette de choix déjà extrêmement intéressante. Ensuite, quand on s'est un peu rapproché de ceux qui nous plaisaient le plus, on peut dire que la communauté de communes de la Matésine à la Mure a été absolument fantastique en termes de services. À la différence peut-être de Vercors, on n'a eu aucune aide territorialisée. On n'a aucune aide liée au territoire. Les financements publics dont on bénéficie, c'est uniquement lié à l'innovation. On les aurait n'importe où. C'est pas parce qu'on est là. Et on n'a aucune aide financière parce qu'on est là. En revanche, ce qu'on a vu dès la première rencontre, c'est une équipe de responsables locaux extrêmement motivés pour faire quelque chose. Et je peux dire que dès la première rencontre, moi je savais que c'est là qu'on allait atterrir. Alors qu'on était en compétition avec une dizaine d'autres sites. Parce qu'en termes de volonté de faire et de capacité à nous accompagner, on a tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui était supérieur à tout le reste. Donc c'est une dimension très humaine. C'est le premier aspect. Deuxième aspect, qui a joué aussi beaucoup, c'est que cette communauté de communes était propriétaire d'un morceau de friche industrielle qu'elle voulait consacrer à des activités industrielles, des vraies activités industrielles, et donc avait sous le coude un programme de travaux et un budget de travaux déjà prêt, avec des permis de construire, avec un budget, avec des marchés d'appel d'offres susceptibles d'être tout de suite lancés. Et donc pour nous, c'était aussi une aide fantastique pour ne pas perdre de temps et pour être accompagné au niveau du bâtiment. Très bien. Côté Michelin, c'est assez simple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est notre territoire d'expression naturelle. Et il se trouve que depuis de nombreuses années, Michelin travaille aux côtés de la région, puisque nos deux présidents co-président l'Agence régionale de développement économique. Donc, à cette époque-là, en 2017, de plus, vous aviez 80% des acteurs de la filière hydrogène qui étaient basés sur le territoire. Donc, ça faisait vraiment sens de commencer par là. L'embarquement de la région, je dirais, a été essentiel, parce que ça donne le là. Notre meilleur ambassadeur des premières années était le président de la région du Belmont-Rouquet. Donc ça a eu un effet boule de neige, et on avait mis tout le monde sous tension, puisqu'on devait répondre à un projet européen. Donc les prémices du projet Zero Emission Valley, c'était mars 2017. On devait déposer un dossier avec des signatures, un business plan, la lettre de soutien du ministre de l'écologie avant le 14 juillet. Et il fallait embarquer tout le monde. Ce qui a été le plus important a été de trouver le bon mode de fonctionnement pour embarquer aussi les collectivités des métropoles. Quel que soit leur bord politique, ce n'était pas un sujet politique, c'était un sujet de filière industrielle au niveau d'une région.
Et de ce fait, la création du projet Zéro Émission Vallée a amené un mode de gouvernance assez spécifique, puisque ce n'est pas juste le projet de la région, c'est aussi le projet de chaque territoire où des stations vont se déployer. Donc, si je prends l'exemple de Clermont-Ferrand, vous avez un COTEC, et ce COTEC il existe aussi à la métropole de Lyon, il existe à Chambéry, il existe dans toutes les collectivités ou métropoles où vont s'implanter des stations et vont se déployer des véhicules à hydrogène, pour aussi qu'il y ait un engagement de la collectivité avec ces entreprises dans ce projet de déploiement territorial. Et c'est ça qui fait un petit peu la spécificité, c'est-à-dire vous avez un projet central mais qui après se diffuse au niveau de chaque maillon du territoire et qui en fait son succès. On dirait pareil pour Impulsion. Impulsion, en fait, au sein de Zéro Émission Vallée, c'est le bras armé qui est en charge de déployer les infrastructures. Donc il va interfacer, là aussi, ils sont membres à part entière du COTEC. Il y a un président de région qui œuvre, qui a la manœuvre. Oui, parce que, et on voit que ce soit aussi au niveau national, au niveau même européen, c'est vrai pour la batterie, c'est vrai pour l'hydrogène. Alors, j'en profite pour préciser que chez Michelin, bien sûr, on pousse hydrogène, mais on est convaincu de la nécessité d'utiliser toutes les technologies, donc batterie et hydrogène sont complémentaires. Mais il est important de toujours penser quel est l'effet de ce projet ou de cet écosystème au niveau de la région et au niveau de son tissu industriel, de son tissu académique, comment ça va permettre aussi de diffuser. Et à cet effet, je tiens à souligner, pour ceux qui veulent rentrer un peu plus dans le projet, la région a fait développer avec la collaboration d'EY un livre blanc sur c'est quoi les écosystèmes territoriaux de mobilité hydrogène, en prenant l'exemple du projet en région Auvergne-Rhône-Alpes, parce qu'on s'est rendu compte, moi, chaque fois que j'allais, que ce soit en Chine, que ce soit au Japon, que ce soit en Allemagne, on me disait mais comment vous avez fait? L'idée c'était de dire voilà les recettes qu'on a appliquées, et certaines de ces recettes elles peuvent être dupliquées, adaptées sur d'autres écosystèmes. Et le Zéro Émission Vallée a été le premier projet de vallée d'hydrogène à l'échelle de l'Europe. Et maintenant, au niveau européen, chaque année, vous avez des calls pour développer, donc des appels à projets, pardon, pour développer des vallées d'hydrogène. Donc, vous avez eu la vallée du Groningen aux Pays-Bas, qui a été la suivante. Vous avez eu également dans les îles Baléares, Majorque, qui a développé une vallée d'hydrogène. Et le sujet est maintenant récurrent chaque année. Et donc, ça a démontré la pertinence d'un modèle d'écosystème régional. D'accord, merci. Vous répondez déjà un petit peu sur la suite que j'envisageais. Quel est l'après, justement quelles sont les perspectives une fois qu'on a soutenu ces belles entreprises industrielles dans ces territoires, qu'on a donné une capacité à soutenir l'économie locale, c'est quoi les perspectives ensuite? Moi j'ai un peu de réponse là-dessus. Ouais. Nous, l'après, aujourd'hui, c'est une école de la batterie. C'est vraiment participer, vous le disiez très bien, sur comment derrière on prépare le territoire, on continue à drainer maintenant les emplois, les compétences, l'aspect académique. Donc ce qu'on a pu faire depuis presque un an, donc on n'a qu'un an et demi, on travaille tout en parallèle, donc on a beaucoup bossé aussi sur la formation, avec des acteurs locaux, avec des NER10, avec des acteurs aussi nationaux et puis européens, avec le CEA, l'INSTN du CEA avec qui on travaille sur ce sujet, Grenoble INP, avec l'Université Lyon 1 aussi, donc pas uniquement centré Grenoble, mais plus large. Ça, pour nous, c'est le coup d'après, c'est la manière qu'on imagine pour que la société soit durable, donc pas seulement environnementalement durable, mais aussi durable avec accès à des talents, avec une attractivité, avec alors même si nous on n'a pas un représentant aussi notable que M. Wauquiez, mais comment faire quand même pour attirer les gens faire parler de la batterie pour que les entreprises, pas seulement Vercors, mais d'autres entreprises puissent
sortir du territoire. Donc là, on a fait un premier projet. On a fait un premier projet qui est très centré sur Grenoble, donc un petit peu plus large, je le disais, avec Lyon. On a des pistes avec Michelin, qui nous a fait une lettre de soutien à ce projet, mais qui ne pouvait pas être partenaire parce que c'est passé en trop peu de temps. Le Hall 32 aussi, qui va devenir un CMQ et qui était intéressé pour participer mais qui n'a pas pu. Donc là, la prochaine étape, c'est de travailler avec la région pour justement pouvoir faire que cette école de la batterie ne soit pas juste centrée sur Grenoble, mais qu'on puisse en faire quelque chose de vraiment régional. En parallèle, on fait la même chose, évidemment, je dis évidemment, parce que moi ça me paraît logique, mais sur Dunkerque. Il se trouve que sur la région, on a besoin de nous plutôt de bureaux d'études, plutôt de gens qui sortent d'école d'ingénieurs, plutôt de gens qui vont être sur la partie Bac plus 5, Bac plus 8 de la chaîne de formation. Et sur Dunkerque, on va dupliquer, mais cette fois-ci en mettant le focus plutôt sur Bac-3, Bac plus 3, pour avoir des opérateurs, des cadres intermédiaires, et là, qui vont vraiment être des gens qui vont travailler dans les usines. Et c'est pareil, à nouveau, c'est le territoire qui est en première ligne, c'est le rectorat. Donc à Grenoble, je ne l'ai pas dit, mais évidemment il y a le rectorat, évidemment il y a la ville. Donc on a toutes ces différentes strates qui nous aident. Il y a Pôle emploi, et à Dunkerque on est en train de faire exactement pareil, c'est-à-dire l'ENSAM, le CNAM, l'Institut des métiers, l'EBI Télécom, l'AFPI, l'AFPA, tout un réseau qu'à la base je ne connais pas. Moi je suis électrochimie, j'étais dans la pile à combustible à Franche. Mais c'est vraiment un milieu qui est bouillonnant. Tout le monde se rend compte que c'est l'ancrage dans la durée des filières, des emplois, des entreprises. Donc ça marche très très bien. À terme, les perspectives d'emploi en once, c'est quoi? Alors c'est hyper difficile à répondre. Dans une gigafactory, on a besoin d'embaucher 1500 personnes. Donc déjà, il y en a 3 dans le Nord, on parle de 4500 personnes à horizon 2025, et puis 10 000, 15 000 à horizon juste dans les gigafactories. Emploi indirect, on multiplie par 2, 2,5, ça dépend comment on calcule, mais voilà. Sur Grenoble, on a essayé de faire, un peu à Grenoble, mais plus largement, on a essayé de faire des évaluations. C'est pas évident, mais avec des tas d'entreprises avec lesquelles nous on travaille localement, avec toutes les entreprises de la filière combustible qui ont besoin de batteries pour les moments de transition. C'est pas évident à répondre. La manière dont on le fait top-down, en se disant bon, le véhicule électrique, il va prendre sa part. En partant du principe que dans les 5 prochaines années, il faudrait que 20% des métiers du véhicule thermique se transforment en métiers du véhicule électrique. On parle de plus de véhicules thermiques vendus en 2035. 20% dans les 5 prochaines années, c'est pas une hypothèse qui est très délirante. Il y a 2 millions d'emplois. 20%, ça fait 400 000 emplois. Sur 5 ans, ça fait... Alors je vais me planter parce que c'était moins que ça. Mais j'étais quand même sur 40 000 emplois par an à transitionner en France, sur toute la filière. Donc quand on parle de toute la filière batterie, c'est de la mine, du raffinage, donc il n'y a pas trop de mine en France, mais en tout cas du raffinage jusqu'au recyclage. Et là, 40 000 par an en emplois qui pourraient être créés, c'est colossal. Okay. Très intéressant. Sachez qu'il y a pas mal d'académies qui font du bottom-up en même temps, qui se préparent à venir vous rejoindre sur ces sujets de... On a fait, donc, pour ces chiffres-là, on a fait aussi un bottom-up en regardant chaque métier, chaque compétence sur la ligne, qui va travailler où et pourquoi, donc quelles compétences on doit faire. On l'a fait avec les CMQ. Et voilà, mais avec plaisir. Moi je suis ouvert, il faut téléphoner, il faut m'écrire sur le domaine formation, c'est clé. Je rebondis juste. C'est pas les compétences, Oui. ça fait partie aussi des sujets d'après, justement, par ces développements territoriaux. Oui, là je vais prendre une autre casquette, parce que je suis aussi première vice-présidente de France Hydrogène, l'Association nationale d'hydrogène. Il y a exactement le même souci. Enfin, je veux dire, quand vous devez accompagner l'électrification de la filière automobile, c'est vrai pour la batterie, c'est vrai pour l'hydrogène, c'est vrai aussi pour l'hydrogène sur les autres métiers. Donc c'est un sujet central au niveau de France Hydrogène. On a sorti l'année dernière le livre blanc des métiers. Il y a 82 métiers sous tension. C'est-à-dire 82 métiers nouveaux ou actuels
qui aujourd'hui doivent évoluer, transitionner, pour lesquels les parcours de formation ne sont pas à la hauteur des enjeux. C'est vrai au niveau de la région, donc Symbio par exemple a créé sa Symbio Academy. Donc pourquoi? C'est même croissance, même ramp-up, start-up, un peu comme Vercors. Ils ont aujourd'hui 400 personnes. Moi, quand j'ai commencé à les accompagner, ils étaient 15. Donc, vous voyez un petit peu le ramp-up en quelques années. Ils doivent être 1000 d'ici 3-4 ans. Et sur le marché, ils ne trouvent pas des gens pour faire les dangers. En plus, il y en a certains qui partent dans la batterie ou dans le monde. Mais donc, il faut les former. Et vous n'avez pas les parcours de formation, donc Symbio en partenariat avec la région, et c'est là où les partenariats publics sont intéressants, en partenariat aussi avec d'autres entreprises qui avaient la même problématique, a décidé de créer la Symbio Academy, non pas vis-à-vis des jeunes qui veulent se former, mais plutôt des gens qui vont être embauchés dans ces entreprises, que ce soit chez Symbio ou chez des entreprises partenaires, pour les former au métier qu'ils vont devoir exercer. Et quand vous embauchez 40 personnes tous les mois, il faut que ces personnes elles soient rapidement efficaces. Donc c'est là où je dirais les partenariats publics-privés sont intéressants. Et sur la deuxième partie de votre question, sur quelle est la suite, en fait, Zero Emission Valley pour la région, ça a été le premier étage de la fusée. Deuxième étage, c'est élargissement du périmètre de Zero Emission Valley aux véhicules lourds, la mobilité lourde, donc les peines d'ordures ménagères, les bus, les autocars, les camions. Troisième étage de la fusée, ouverture aux écosystèmes de montagne. Parce que 40% des touristes, des skieurs du monde viennent en Auvergne. J'ai appris ça, 40%, c'est énorme. Donc quand c'est un or blanc, donc cet or blanc, il faut s'assurer qu'il reste blanc le plus longtemps possible. Donc c'est important aussi de sortir des autocars diesel qui transportent les touristes, etc. Et puis surtout, la région a formalisé sa stratégie d'hydrogène, qui comporte bien sûr le pilier mobilité, mais pas que. Vous avez aussi un pilier décarbonation de l'industrie. Toute la zone de Faisin, c'est de cette vallée de la pétrochimie, la transformer en vallée de la chimie verte. Et là, monte à bord des pôles de compétitivité comme Accélera. Et puis ensuite, le troisième axe de la stratégie de la région, c'est la formation. Pour les nouveaux entrants sur le marché du travail, mais aussi pour ceux qui y sont. Donc, vous voyez, la boucle est bouclée assez rapidement. Temps solaire dans la chaleur. Alors, la première étape immédiate, là aussi en termes de compétences, c'est d'arriver à trouver la vingtaine d'opérateurs industriels sur des métiers assez classiques dont on va avoir besoin. Et là, on n'est pas forcément sur des très nouvelles choses en termes de compétences, et néanmoins, c'est pas facile à trouver, parce que là aussi, pour des caristes, pour des conducteurs de four, pour des techniciens en chimie, il y a des tensions et c'est pas évident de les trouver. Donc on sait qu'on va devoir travailler avec les acteurs locaux et également former en fait un certain nombre de gens qui se reconvertiront dans notre métier. Donc déjà, le premier enjeu. Et puis ce nombre d'emplois va augmenter progressivement parce que la deuxième étape pour nous, c'est de suivre l'augmentation d'activité sur le marché français. L'Allemagne, c'est la moitié de l'Europe en matière de parcs solaires installés. Donc, notre second projet, qui démarrera en 2024, c'est de faire une usine en Allemagne. Le troisième projet sera probablement d'en faire une en Espagne. Voilà, donc ça, c'est une étape également prévue. Et enfin, il y a un travail à faire sur l'utilisation du matériau qu'on produit, en particulier du silicium, pour le réintégrer avec un maximum de valeur ajoutée dans des utilisations industrielles. On a parlé de batterie, c'est un des domaines sur lesquels on travaille. Ce silicium, on peut en particulier l'utiliser pour améliorer la performance des anodes de batterie. Et donc ça, c'est un des domaines de recherche sur lequel on est, pour que le matériau qu'on produit soit valorisé au mieux dans le futur, et donc aussi de manière encore plus intelligente que ce qu'on doit faire au démarrage. Donc on est aussi sur ce travail de technologie, d'utilisation de notre matériau. Merci. On est pas mal au timing par rapport à ce que j'avais. On est mieux que la table ronde précédente qui a fini en retard. Vous voyez, des fois ça fait du mal parce qu'on parlait une semaine avant pour programmer des choses. Merci pour ces témoignages parce que finalement on a beaucoup parlé d'innovation pendant 2 jours à Amix et là on s'est arrêté quand même sur des choses à arrêter où on a des succès à raconter à une assemblée, donc c'est intéressant de la partager également.